toutes et à tous, je suis Benoît Prato et je suis ravi de vous accueillir pour le podcast de l'Adidas Terrex Maxi Race, le podcast qui parle de la Maxi Race, de ses petits secrets et de ses belles histoires. Nous sommes ici pour vous faire découvrir les coulisses de l'événement et ses acteurs, qu'ils soient organisateurs, bénévoles ou coureurs. Alors nous sommes ravis de vous accueillir pour ce deuxième épisode. Aujourd'hui avec nous Laurent Blondel, coach au sein de la structure Objectif Smart. Bonjour Laurent, merci d'être parmi nous. Bonjour Benoît, merci de m'accueillir. Alors au sein de la Maxi Race, tout le monde te connaît, mais j'imagine que le public de la Maxi Race te connaît beaucoup moins. Alors juste, qui es-tu ? Alors qui je suis ? C'est vrai que moi je suis plutôt dans le back-office de la Maxi Race depuis très très longtemps avec Stéphane, le directeur de course. Stéphane Agnoli. Voilà, Stéphane Agnoli avec qui on travaille depuis 1997. Où on a fait pas mal de choses dans l'outdoor. Donc moi, je suis sur tout ce qui est exploitation. Et sur une partie aussi où je manage aussi les Maxi Race en Chine. Ça, c'est sur la partie événementielle et en Europe. Et ensuite, sur le côté vraiment pro en relation avec l'entreprise, où je suis coach en entreprise, où mon job, en fait, c'est de transposer les pratiques du haut niveau, du sport, en tant que pratiquant, en tant qu'observateur, en tant qu'organisateur, sur les pratiques managériales et les pratiques communicantes en entreprise. Alors voilà, aujourd'hui tu es là surtout pour cet aspect. On va parler de la Maxi Race bien entendu, mais tu n'es pas là pour parler d'organisation. Aujourd'hui on va parler avec toi de la préparation des échéances sportives. Alors, avant de parler d'enjeux de préparation mentale ou physique, d'optimisation, on va poser une petite question d'écolier. Pour toi, comment tu définirais le mot préparation ? Est-ce qu'il est question d'anticipation, de stratégie ou de toute autre chose ? Alors, moi, je relie le concept de préparation au concept de ressources et contraintes. Que ce soit dans la vie de tous les jours ou au plus à même sur une échéance sportive ou professionnelle, en fait, on est face à des contraintes et on se fait déborder lorsque les ressources ne sont pas assez suffisantes. Donc la préparation, oui, c'est de l'anticipation, c'est comment anticiper toutes les contraintes pour avoir les bonnes ressources appropriées en fonction du contexte, parce que les contextes sont hyper changeant. Il y a des outils, il y a des pratiques. Je pense qu'on parlera des pratiques comme la visualisation, comme la respiration qu'on peut emporter avec nous. Et si je fais le lien avec la Maxi Race, voilà, comment se préparer sur une échéance comme la Maxi Race. La Maxi Race, ça peut être tous les jours. La Maxi Race, c'est tous les jours. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où il y a quelque chose d'important pour nous, le cerveau et le côté émotionnel, le corps et la physio ne fait pas la différence, quoi. Dès que c'est important, on va monter en stress. Et depuis des millénaires, notre physiologie, elle n'a pas changé. Tu montes en stress, qu'est-ce qui se passe ? Tu choisis entre la fuite et le combat, le corps se prépare. Donc l'AFC, fréquence cardiaque, monte, la respiration augmente, tu commences à avoir des rougeurs, de la chaleur, et qu'est-ce qui va faire qu'à ce moment-là, je vais pouvoir me couper, me créer un contexte optimal, justement pour pouvoir répondre à cet instant-là. C'est parfait tout ce que tu dis, parce que finalement l'idée de ce podcast, c'est vraiment évoquer les enjeux, c'est les outils pour faire face aux enjeux et optimiser les chances de réussite de chacun. Et si on prenait finalement la Maxi Race comme fil rouge, et si on prenait cette Maxi Race depuis le début, bien avant de parler d'efforts et de contextualiser dans la réussite de son parcours, qu'on fasse le quart de tour, le demi-tour ou le tour du lac, comment en fait on prépare déjà son départ à la Maxi Race ? Donc il faut s'imaginer qu'on est... Ceux qui nous écoutent l'ont peut-être fait ou vont la faire, ou du moins je m'adresse donc ce qu'on appelle aux coureurs récréatifs, aux coureurs qui ne sont pas forcément professionnels.
Donc comment on peut préparer ce départ? Moi, j'aime bien relier ça au concept de la chambre d'appel. Donc la chambre d'appel, ça va parler plutôt aux pistards ou ceux qui ont fait de la compétition On comme imagine tout de suite Usain Bolt quelques minutes avant, et on imagine des Américains qui font le show aussi. Alors, Ou on imagine plus près de nous Léon Marchand quelques minutes avant le départ aux derniers Jeux Olympiques de Paris. c'est oui. Alors, je les vois et je les ressens. C'est vrai, si tu prends Usain et si tu prends Léon Marchand, c'est deux profils différents. Usain va extérioriser en fait son stress jusqu'à, on va dire, 30 secondes du départ. À partir du moment où il fait ça, boum, il rentre dans sa bulle. Et là, il y a toute sa préparation qui rentre en jeu, la concentration, etc. Et Léon, lui, par contre, c'est quelqu'un qui va se concentrer, si tu as pu voir les images, jusqu'au bout. À partir du moment où il sort de sa chambre d'appel, justement, il y va. Il reste concentré jusqu'au bout, il se libère une fois que sa distance est finie. Donc si je reviens sur le concept de la chambre d'appel, la chambre d'appel, c'est voilà, on se retrouve dans un endroit, on est entouré de nos compétiteurs, de nos adversaires, et puis il y a un moment qui nous attend, une super échéance, ou une demi-finale, ou une finale, ou une qualif, ou un podium. Et c'est dans ce moment-là où on peut perdre 100 fois sa course comme on peut la gagner. Parce que ça dure entre 30 minutes et 1 heure, on quitte le terrain d'échauffement, et on reste immobile, comme ça, sur une chaise, entre 30 minutes et 1 heure. Et on sait que quand on va rentrer sur la piste, si je peux faire référence aux expériences de pistard, eh ben, qu'il va falloir tout donner. On va avoir 2-3 minutes pour faire 2-3 lignes droites, pour se remettre dedans, et ensuite pour optimiser dans notre course. Donc si on se raconte des histoires pendant ce moment-là, eh ben, on peut perdre tous nos moyens. Donc dans la préparation, justement, lorsque je vais arriver sur la ligne de la Maxi Race, la ligne de départ, je pense à 2h du matin cette année, pour ceux qui vont faire le grand tour, qu'est-ce qui va faire que lorsque je vais m'approcher de cette ligne de départ, lorsqu'on va ouvrir les sas à partir de 1h, 1h10 du matin, donc les gars ils vont se retrouver 50 minutes enfermés, statiques, et là il peut se passer plein de choses dans la tête. Donc qu'est-ce que je peux faire en termes de préparation, justement pour me conforter, pour être bien, et surtout me déconditionner de toutes les pensées qui pourraient me traverser l'esprit et qui pourraient m'affaiblir pour mes échéances. L'idée, c'est vraiment de se déconditionner, empêcher que la routine mentale vienne saboter, faire un travail de sabotage sur mes chances de réussite, quoi. Alors toi, ton truc, c'est quoi? Et quels sont les outils que tu apportes? Qu'est-ce que tu conseilles? Parce qu'on a chacun notre routine, hein, qu'on soit coureur amateur ou coureur élite, hein, chacun a son petit truc. Oui. Toi, le tien, c'est quoi? Alors, moi, j'ai eu la chance, si je parle pour moi, j'ai eu la chance d'être formé quand j'étais athlète, par un psychomotricien pendant 5 ans, où on a fait de la préparation physique spécifique, où on liait le corps et l'esprit. Et on attachait beaucoup d'importance à la proprioception et à la kinesthésie. Donc les yeux dans le corps, se mettre en position méta, analyser son ressenti. Et on était un groupe d'athlètes, et l'idée de base, c'était de pouvoir optimiser sa journée en tant qu'athlète dès l'éveil. Donc comment ça se passe? Un réveil d'athlète, c'est quoi pour nous? Un réveil d'athlète, c'est à partir du moment où tu t'éveilles, où tu commences à avoir la sensation justement de ce réveil, tes premières pensées, hop, tu te mets en position kinesthésique, en cohérence respiratoire, c'est-à-dire tu lis la respiration avec, si tu peux le faire en mode autogène, tu te mets en mode autogène. Donc mode autogène, c'est-à-dire que tu vas ressentir toutes les parties du corps. Tu vas faire ce qu'on appelle, même dans le milieu médical, tu vas te mettre en body scan. Tu vas ressentir toutes les parties de ton corps. Tu vas voir si tu as des petites tensions, voilà, en lien avec ta respiration. Et ça va te permettre déjà de rentrer dans ta bulle et d'échapper au conditionnement du matin et de filtrer tes pensées et te lever avec une bonne attitude
Premier geste au sol, tu poses le pied, tu valides ta plante de pied droite, ta plante de pied gauche, tu te lèves et tu vas petit déjeuner comme ça, sans interférence. Et là, ça permet d'être conditionné déjà. Alors, le mot conditionnement, il est pas approprié. C'est plutôt, ça permet d'optimiser. Le but, c'est vraiment d'échapper à cette routine mentale, à cette routine opérationnelle qu'on a dans la tête, où on a tout de suite envie d'aller sur du court terme, c'est-à-dire le téléphone, peut-être sur les réseaux, écouter les informations à la télé, etc. Mais la chance qu'on a le matin, c'est de pouvoir optimiser ça. Pour nous, c'est une chance de réussite. Il y a aussi un travail à faire sur l'heure du réveil. Il y en a pour qui c'est pas facile de se lever le matin en fonction du contexte pro ou du contexte familial. Donc il faut s'habituer petit à petit. Je me lève à 7h, après 7h moins le quart, 6h30, et puis après on se lève naturellement à 5h, 5h15 le matin. Et ça permet de faire 1 heure de travail préparatoire justement pour optimiser sa journée. Donc ça, c'est la première chose à faire. Dès qu'on se réveille, tac, se mettre dans sa bulle, faire de la kinesthésie, un peu de respiration, prendre son petit déjeuner s'il faut, et ensuite on peut passer à la seconde étape, si on se donne les moyens de le faire, aller faire une routine matinale beaucoup plus spécifique pour vraiment préparer sa journée ou de travail ou sa journée sportive. C'est vrai que dans le milieu du sport de haut niveau, le terme préparation mentale est souvent tabou. On préfère parler de préparation à la compétition. C'est pourquoi, et c'est surtout parce que déjà la question c'est pourquoi on parle de préparation à la compétition, et surtout est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tous ces outils, toute cette préparation, est-ce que c'est parce que finalement il y a un impact de l'esprit très important sur le corps et qu'il est déterminant aussi dans la performance. La performance ne se traduit pas uniquement par un bon entraînement, mais aussi par une bonne anticipation de ce qui va arriver, de l'effort. Oui, tu as raison de souligner qu'on est encore timide de dire qu'on va avoir un préparateur mental dans tous les sports. C'est toujours associé à un contexte où on est en difficulté, on va voir un préparateur mental. On réfléchit au state, par exemple, c'est différent. Tu vois, au state, là, en termes de coaching, ou au Canada, tu es un professionnel ou tu es un sportif, tu réussis quelque chose, c'est dans le flow, donc tu es en équilibre, tu perfs. Qu'est-ce que tu vas faire? La première chose, tu vas appeler ton coach au coach. J'ai fait comme ça, mais je ne sais pas comment j'ai fait. Est-ce que tu peux m'aider à traduire ce que j'ai fait pour pouvoir le répéter le plus souvent possible? Et là, le coach permet de construire un modèle, avec, comme tu dis, avec des outils, et ça permet de faire durer le cycle quelques temps, 3 mois, 3 ans, qui après il faut réactiver, mais au moins ça permet de comprendre comment j'ai fait pour accéder à ce flow, parce que j'invite les personnes qui nous écoutent à réfléchir. Quand vous avez fait votre perf, quand vous êtes aligné corps-esprit, vous avez fait une super perf, est-ce qu'à un moment donné vous êtes posé pour vous dire mais qu'est-ce qui fait que j'ai perfé quoi? Mais c'est super important. Voilà, c'est super important d'analyser ça, parce que là on peut en retirer des formules, des formules gagnantes. Et après, pour revenir justement sur le concept de la préparation mentale, ben la préparation mentale c'est quasiment tous les jours quoi. Si tu fais un trail, je vais partir sur le 5 km de la maxi, ben tu peux avoir un coup de mou, comme tu peux avoir 100 coups de mou. Quand tu es en détresse, que tu es fatigué, que tu es en perte de sens, que tu sens que tu peux bâcher, rentrer, appeler ta femme ou appeler ton coach qui vient te chercher et boire une bière 10 minutes après, c'est là où tout se joue. Tu as quelques secondes pour te dire, mais qu'est-ce que je fais pour redonner du sens à ma course? Qu'est-ce qui fait que je me retrouve en détresse? Voilà, ça fait 10 heures ou 15 heures ou 20 heures que je cours. Qu'est-ce qui fait voilà, pourquoi je suis là quoi? Pourquoi je suis là? Est-ce que je suis là pour mon ego? Est-ce que je suis là pour m'accomplir? Est-ce que je suis là pour nourrir mes valeurs? Donc là, la préparation mentale va déjà t'aider à faire un éclairage sur le pourquoi tu es là. Tu vois, il vaut mieux être là pour nourrir ses valeurs, c'est-à-dire pour grandir, pour bien se connaître, parce que c'est des choses qui nous sont attachées, on se lève pour nos valeurs le matin, plutôt que d'être motivé par son ego, ou par de l'argent, ou par des récompenses externes.
courir pour ses valeurs, c'est quelque chose qui va te booster en termes d'énergie, quoi. Et ça, si tu arrives à l'identifier avant tes échéances et avant ta course, bah, quand tu as un coup de mou, tac, tu fais un petit clac. Alors juste une question finalement, comment on l'identifie? Parce que comme tu le dis, si tu arrives à identifier ça avant ta course, mais comment on l'identifie avant sa course? C'est au quotidien, c'est sur une expérience sur des courses, c'est à l'entraînement, c'est à la maison quand on se projette sur l'événement? La question la plus importante, c'est qu'est-ce qui est important pour toi? C'est-à-dire finir, réaliser un chrono, aller au bout ou se faire plaisir? Ouais. C'est quelle est l'intention qu'on met derrière Et qu'est-ce qui est encore plus important pour toi? C'est-à-dire qu'est-ce qui t'a animé à l'origine pour pouvoir te dépasser et t'engager dans cet événement? Là, tu vas vraiment à la source. Qu'est-ce qui est important pour toi? Ou qu'est-ce qui est encore plus important pour moi? Est-ce que tu cours pour une cause? Pour quelle cause tu cours? Qu'est-ce qui te nourrit au quotidien? Et tu as raison de dire, je parle de valeurs parce que les valeurs, c'est ce qui nous guide, c'est ce qui nous guide tous les jours. Lorsque tu ne te sens pas bien dans un endroit ou que même dans ton travail, lorsque tu ne te sens pas bien, bien souvent c'est parce qu'il y a une interférence de valeurs. Lorsqu'une équipe ne s'entend pas, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à mutualiser leurs valeurs et à se comprendre. La première chose qu'on fait lorsqu'il y a une personne qui est en perte de repère, un groupe qui est en perte de repère, qu'est-ce qu'on va faire? On va éclaircir les valeurs, voir qu'est-ce qui est important pour toi, on va les hiérarchiser. Ça, à ce stade-là, tout le monde sait le faire. Même si vous faites un travail introspectif, vous pouvez le faire. Après, la seconde étape, c'est la seconde étape, qui est encore la plus importante, c'est comment je les décline de manière opérationnelle, pour ne pas être mytho de mes valeurs. Décliner opérationnel une valeur, ça veut dire quoi? Allez, ma valeur, c'est d'être en mode élite. Tout le monde peut être en mode élite. Après, on associe qu'est-ce que c'est un mode élite pour soi. Pour moi, un mode élite, c'est je vais faire attention à ce que je mange, à mon sommeil, je vais faire attention à mes entraînements, je vais borner, je vais ancrer cette démarche-là, donc je vais la décliner opérationnelle. Pour moi, c'est quoi? Être en mode élite, c'est le matin, je me lève, je fais mon réveil, derrière, je fais ma routine, je fais ma préparation physique, et j'essaye de garder cette posture de mode élite toute la journée. Donc je suis en mode élite dans mes relations, je suis respectueux, je vais jusqu'au bout, je lâche rien et je crée cet effet d'habituation au quotidien. Et après, les choses deviennent beaucoup plus naturelles et du coup, je nourris ce mode élite au quotidien. Du coup, je perds naturellement du poids, je ne mange pas 2 fois un plat, je bois moins de bière et automatiquement, je m'affûte. Et cette valeur-là, ce qui est important, c'est de la nourrir au quotidien. Donc le but, ça serait d'aller nourrir les 3 valeurs attachées à mon événement et ces valeurs, pouvoir les nourrir pour que quand je suis en perte de sens, en plein événement, en pleine course, au bout de 15 heures ou moins, que je puisse me rappeler tout le travail que j'ai fait en mode élite. Alors l'idée, ce qu'on utilise nous en tant que coach ou en mode sportif, c'est la visualisation. Alors avant peut-être de parler de visualisation, parce qu'on va parler de technique et de pratique, c'est vrai que nourrir des valeurs, dit comme ça, on va dire c'est de la théorie. C'est très théorique. Tout à l'heure, tu évoquais dans le terme de pratique pour nourrir ces valeurs la routine du réveil avant la course. Quelles sont en fait d'autres techniques que tu peux partager avec les coureurs de la Maxi Race ou même d'autres coureurs pour nourrir ces valeurs? Parce que voilà, de la théorie à la pratique, il y a un pas, mais comment on franchit ce pas? Alors tu parlais à l'instant de visualisation, on peut parler peut-être de respiration, de cohérence cardiaque, c'est quelque chose qui se fait beaucoup pour là plus se recentrer. On peut peut-être aussi évoquer des étirements. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ces différentes pratiques? Tout à fait. Alors là, c'est vraiment très scolaire ce que je te demande, mais... Non, mais en même temps, c'est super important parce que tu me parles de respiration, mais la respiration,
l'avantage, c'est qu'on peut l'emmener de partout. Voilà, tu es chez toi, là je suis avec toi, je peux respirer, dans ta voiture. À n'importe quel moment, tu peux faire de ce qu'on appelle de la cohérence cardiaque ou de la cohérence respiratoire. Donc, je rappelle que la cohérence cardiaque, c'est le fait d'inspirer 5 secondes et d'expirer 5 secondes sur minimum des cycles de 3 minutes. Il existe des applications qui sont très bien faites au début, pour ça. Bien. Au début, c'est bien d'utiliser des applications. Et en fait, le concept, là où on a le meilleur retour sur investissement, si je peux dire comme ça, c'est de faire de la cohérence respiratoire avec se mettre en mode autogène. Ça permet ça permet vraiment de se déconditionner et d'être, ce qui est super important, dans le moment présent, en pleine présence. Et la pleine présence, ça permet d'être en pleine capacité de ses moyens, et ça permet surtout de ne pas être dans l'anticipation, parce qu'il y a 99% du stress qui est dû à l'anticipation de ce qui va arriver. Alors, quand tu dis anticipation, pardon de te couper, mais est-ce on parle plus de projection là, c'est-à-dire de vivre l'événement avant qu'il ait lieu? Tout à fait. C'est en fait de manière physio et de manière très simple. Tu as le système sympathique donc, qui va se mettre en route. J'en parlais tout à l'heure. L'AFC, elle monte. La respiration, elle monte. Côté émotionnel va travailler et le trop-plein d'émotions va faire que tu vas perdre tes moyens. Ou autrement dit, tu vas pas être à 100% de tes pleines capacités que tu as travaillées. Et justement, le fait de respirer, de se mettre en cohérence, ça permet de baisser justement et d'activer le parasympathique. Donc l'AFC va baisser, là ma voix baisse, et là je suis en pleine capacité de mes moyens et je peux prendre la bonne décision. Alors j'ai une anecdote qui me vient à l'esprit, alors je te la raconte. Une fois j'étais en montagne et j'ai rencontré un des plus grands gynécos de Marseille, un ponte de Marseille, qui était avec son staff, etc. Et puis j'arrive avec ma femme, on discute sur une grande table d'hôtes. Et c'est vrai je pense qu'on a envahi, la table, et on faisait la comparaison entre la bonne prise de décision. Lui, quand il doit faire une césarienne, où il sait que ça va créer des conséquences irréversibles, et moi, quand je vais donner le top pour un plan de repli sur les gros événements. Et justement, et dans cette prise de décision, ce qui est important, ce n'est pas la décision en elle-même, mais c'est le contexte dans lequel tu vas prendre ta décision. Il y a un excellent grimpeur à main nue, Alex Arnold. Un Américain. Voilà, un Américain qui dit n'importe qui est capable de prendre la prise. Mais si je ne le sens pas, je ne le fais pas. Si je ne fais pas de la répétition, si je ne fais pas de la visualisation, je ne le prends pas, parce que c'est le contexte dans lequel tu vas prendre la décision qui va faire que tu vas prendre la bonne décision et qu'après tu ne réfléchis pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est beaucoup de travail avant, c'est beaucoup d'anticipation, ça c'est super important. Et ça, je le répète au quotidien, la préparation mentale, et là je me en garde, comme la préparation du stress, je m'en garde beaucoup de personnes tous les jours. C'est du travail au départ, parce qu'après c'est un plaisir, mais au départ c'est du travail au quotidien. Il faut arriver à faire des petits bouts, se préparer au quotidien. C'est un peu comme la course à pied. Si tu te présentes sur un 100 bornes de la Maxi, voilà, si tu ne t'entraînes pas, on va dire, allez, pour ceux, on va dire entre 3 et 7 fois par semaine, ça va être compliqué. C'est-à-dire que tu peux le faire, tu peux le faire, mais tu vas le subir. Mais si tu es sur la première dimension de la performance, c'est-à-dire le plaisir, il va falloir que tu bornes, que tu fasses du dénive, que tu structures ta préparation. Et la routine mentale, c'est pareil. Aussi bien tu dois faire des gammes à l'entraînement, aussi bien là, tu dois faire des gammes concernant ta routine mentale pour être habitué et faire les choses naturellement. En fait, il faut que ça devienne une philosophie de vie.
Mais c'est quelque chose qui se fait à l'entraînement ou en dehors de l'entraînement, ou les deux, c'est-à-dire pendant l'entraînement et en dehors de l'entraînement, cette routine et cette préparation. Parce que c'est vrai que on parle, tu faisais le parallèle avec la préparation physique finalement. La préparation physique, elle se fait dans une séance, qu'elle soit une sortie longue en montagne ou une séance de qualité. Mais elle se fait aussi, comme tu l'as évoqué auparavant, dans la récupération, c'est-à-dire les étirements, la nourriture, le sommeil. Là, cette préparation mentale ou à la compétition, elle se pratique à quel moment? Tu peux choisir les deux sont complémentaires, c'est-à-dire avant et pendant tes séances. Avant pour préparer l'échéance, donc tout à l'heure j'évoquais la visualisation, où en fait la visualisation c'est quoi? C'est le fait d'anticiper et de ressentir l'événement. Donc là, alors je dis anticiper et ressentir, pourquoi? Parce que si ça reste là, ça ne sera pas efficace, il faut que ça redescende. Nous, par exemple, ce qu'on propose en coaching, c'est ce qu'on appelle le VACO, le V de la visualisation. Je visualise mon événement, mon échéance, je regarde où je suis, donc après il y a des techniques où on va accompagner la personne, ou si on se met en position méta, on peut s'accompagner de manière autonome. On va visualiser de manière très précise et de plus en plus précise dans quelle situation on va se retrouver. Ça, c'est le V. Ensuite, il y a tout ce qui est auditif. Là, on va rentrer. Alors là, on est sur le le deuxième A. sens, sur le A. Donc, on entend les bruits, la montagne, les oiseaux, ce que vous voulez. Mais ça permet encore de renforcer notre concentration sur cet événement-là. Après, on a le K. Alors là, c'est super important, quoi. C'est le kinesthésique. On le ressent, le truc. On le ressent. Qu'est-ce qu'on va ressentir à ce moment-là? Du plaisir, de la dureté, etc. On va, dans ce ressenti-là, on va travailler le fait d'optimiser nos ressources et d'être en plein potentiel, de faire rejaillir le plaisir, de faire ressentir le plaisir pour se donner un coup d'énergie. Et ensuite, on a l'olfactif, les odeurs, le gustatif. Le O, c'est ça? Olfactif, voilà, on peut être dans des endroits, tu peux sentir la terre, tu peux sentir l'humidité, etc. Et le G de gustatif, le goût du sang, la salive ou la bouche sèche, etc. Et cette visualisation-là, on l'associe souvent à un ancrage. Donc l'ancrage, c'est le fait d'avoir une petite pression sur soi. Donc on fait de manière discrète ou pas. Ça peut être... moi je sais, j'ai des ancrages sur le vélo. Voilà, quand je suis sur les cornes, tac, c'est comme ça. Dès que je suis comme ça, et ça permet très rapidement, en un millième de seconde, d'avoir le résultat de tout le travail que tu as fait sur ton VACO, de ta visualisation. Et ça permet quoi? Ça permet de court-circuiter les pensées négatives qui viendraient perturber ton objectif ou la recherche de ton résultat. Il y en a qui parlent aussi de pensée parade. Donc c'est une pensée qui te permet, tac, de faire le lien et d'être en plan de repli. Dans le biathlon, il parle d'ange gardien. C'est-à-dire que dès que l'esprit sur le pas de tir commence à divaguer, c'est de reconnecter à quelque chose qu'ils savent faire ou une technique de tir qu'ils maîtrisent pour se remettre dans le tir. C'est un peu ça. J'imagine ce que tu es en train d'expliquer, c'est un peu la même chose. Est-ce qu'à ce moment-là, la musique peut être, ou un style de musique peut être aussi une manière de se reconnecter à soi et à son effort plutôt que de laisser l'esprit partir loin et t'emmener là où t'as pas envie qu'il t'emmène, c'est-à-dire, comme tu l'as dit, passer un coup de fil à un ami pour qu'on vienne nous chercher au prochain ravitaillement. Oui. C'est, tu vois, en début d'entretien, on parlait de ressources. On est en plein dans les ressources. Et plus tu vas travailler des séquences, plus tu vas avoir de ressources. Et ce qui est super important, donc là on est sur la première étape de la préparation, on est sur les fondements. Hein. Mais si tu travailles tes ressources, c'est-à-dire que tu vas être beaucoup plus à l'aise,
beaucoup plus naturel. Et un élément clé qui est vraiment lié à la performance, c'est que comme tu as travaillé tes plans de repli, tu as un bloc de ressources, ben, ça te laisse la place pour la créativité. La créativité, c'est essayer à ce moment-là des petits trucs qui vont te permettre de faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Et bien souvent, c'est ça, dans cette marge de créativité, dans ce truc, on se dit, allez, pourquoi pas, je sors du cadre. C'est dans cette marge-là que tu perfes, que tu rentres dans ton flow. Parce que tu vas oser des choses que tu n'aurais pas osé avant. Alors que si tu n'as pas préparé ton capital ressources avant, tu vas être de suite au bout de ta vie et de suite tu vas être dans le déplaisir. Mais le fait de préparer tes ressources, ça te permet de maximiser ton plaisir. Juste, je te coupe. Tu as évoqué un mot à l'instant, tu as évoqué le mot flow. Alors, on ne parle pas du flow sur 10 heures pour écouter de la musique, mais c'est vrai que c'est un terme qui revient de plus en plus aujourd'hui dans les médias, dans la préparation. Est-ce que tu peux juste expliquer brièvement ce que c'est le flow? Parce que est-ce que c'est cet instant où tout fonctionne, où le sportif ou la sportive ou le coureur ou la coureuse est libéré totalement et quel que soit le niveau, réalise la performance rêvée? Alors moi, je me rappelle, j'ai été en contact avec le flow le jour où je fais ma perf sur 1500 mètres. Le jour où je fais mes 3,46 sur 15. J'ai pas compris, en fait. J'ai pas compris parce que je fais 3,46 et j'en avais encore sous le pied, quoi. J'ai dit, putain, mec, j'aurais pu faire ce jour-là beaucoup moins, quoi. Parce que j'étais dans la crainte de l'effort, etc., dans la stratégie de course, etc. Je me souviens, c'était à Martigues. Voilà. Le flow, c'est quand tout est aligné. Corps, esprit, tu ne réfléchis pas, tu fais les choses de manière naturelle, optimale, tu souffres même pas, et où tous tes feux sont ouverts. Absolument tout. Au niveau bioméca, physique, mental. Voilà, le flow, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir justement, comme on disait tout à l'heure, c'est d'analyser qu'est-ce qui fait que j'ai été dans le flow pour pouvoir le répéter, pour pouvoir le modéliser. Donc le flow, c'est la performance, la performance naturelle où tu n'as pas eu de coup de mou, où tu as trouvé une réponse à chaque contrainte, mais tu l'as fait de manière naturelle. Donc c'est vraiment quelque chose qui se travaille au quotidien. Le flow n'arrive pas comme ça. Voilà. Comme tu l'as dit, ça se travaille au quotidien. On a beaucoup parlé au début de théorie. Là, on est plus sur la pratique. On a parlé d'étirement, de visualisation avec la technique VACOG. Toi, pour ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous écouteront peut-être prochainement, vers qui ils peuvent se tourner finalement? Est-ce qu'on se tourne vers soi-même? Est-ce qu'on va chercher un préparateur mental ou à la compétition pour obtenir ces techniques? Comment ça se passe en fait? Comment on peut passer de la théorie à la pratique? Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait en étant accompagné ou qu'il est possible de faire carrément tout seul? Question difficile. C'est une bonne question. En fait, je suis en train de réfléchir, c'est comment de manière autonome je pourrais faire ça. Alors moi, c'est toujours ce que j'ai du mal à mesurer, c'est le niveau de motivation des athlètes, des sportifs ou des professionnels et leur niveau de connaissance. Parce que moi, je suis né dedans. Moi, je suis tombé dedans, j'ai commencé le sport assez tard, 14 ans. Du jour au lendemain, j'ai couru 7 fois par semaine. Et j'ai eu l'occasion d'être entouré de personnes hyper compétentes, quoi, qui ne gardaient pas le savoir pour eux, mais qui le dispensaient, qui m'ont formé, etc. Et c'est ma bulle. C'est ma bulle. C'est au quotidien, c'est de la respire, c'est de la prépa, c'est la recherche du bien-être, c'est aller chercher des hauts niveaux de stress pour trouver les ressources, pour me dépasser. Et donc si la personne elle est autodidacte,
Alors aujourd'hui, on a la chance avec les podcasts, les applications, etc., d'avoir des ressources. Si le coureur a une certaine sensibilité par rapport à la relation qu'il a avec son corps, c'est quelque chose où on peut s'auto-former et auto-pratiquer. Mais il faut avoir une relation avec son corps très intime, très particulière. La relation avec son corps, c'est quoi? C'est par exemple quand je pars sur mes premiers footings, mes premières séances, les 3 premières minutes, elles sont super importantes. Il faut rien dans les oreilles. 3 premières minutes, c'est quoi? C'est on coupe avec la routine quotidienne, tac, on s'aligne, plante, bassin, épaules relâchées, respire ventral. On est recentré sur son geste de course, qu'il soit optimal ou pas, à la rigueur, peu importe, il faut bien se sentir. Et au moins, on optimise déjà ces premières foulées. C'est super important, les 3 premières minutes. Donc, si vous êtes de cette catégorie-là de personnes, si vous avez la possibilité de faire ça, là, vous pouvez vous auto-former dans la pratique. Mais par contre, si ça vous semble étranger, là, je pense qu'il vaut mieux se faire accompagner, ou alors faire comme moi j'ai fait pour compléter ma formation. Moi, je suis passé par de nombreuses certifications avec des maîtres en la matière, qui m'ont aidé à modéliser justement les concepts pour pouvoir mieux les transmettre, aussi bien au niveau de la préparation mentale que de la gestion du stress, etc. Parce que j'avais plein de concepts, mais moi j'ai besoin qu'on me les modélise pour pouvoir mieux les transmettre, justement pour essayer de démocratiser, de vulgariser cette science pour pouvoir l'amener et que chaque personne puisse l'appliquer. Est-ce que finalement la première ressource, elle n'est pas au fond de soi et que le premier outil, c'est l'expérience de courses vécues, d'instants difficiles et de plaisirs vécus aussi, et la façon dont chacun a pu y faire face et retirer de ces moments une expérience très personnelle, mais aussi des outils pour progresser et à ce moment-là se dire je vais être un autodidacte ou je vais faire le choix de me faire accompagner. Ça peut être une très bonne première démarche. Le débriefing de course, donc c'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'avant, mais le débriefing de course, il est super important, et il est d'autant plus important que si tu as loupé ton échéance, quoi. Parce que quand tu as réussi, tu n'en tires pas grand-chose. Tu as réussi, tu es content, etc. Mais c'est quand tu es... alors, j'aime pas trop parler de l'échec, parce que pour moi, l'échec n'existe pas. C'est que des étapes par rapport à un objectif qu'on s'est fixé. Mais en tout cas, l'étape où tu es, où tu n'as pas réussi ton échéance. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est le débriefer. On va attendre quand même 3-4 jours pour le débriefer. C'est sûr qu'une fois qu'on a fini la course, et si ça s'est mal passé, le nombre de personnes qui vous diront j'ai dit plus jamais ça, et 3 jours après vous disent quand est-ce que je reprends un dossard. D'où la petite période de 3 jours. Oui, il faut laisser le temps. Même l'armée fait ça, les pilotes de chasse font ça, c'est-à-dire quand ils réussissent une formation, je parle de ceux qui font des figures dans les avions de chasse, etc. Ils descendent de leur cockpit, la première chose qu'ils font, c'est ils débriefent le positif, pour l'ancrer, tac, pour en faire un modèle, une stratégie pour plus tard. Par contre, tout ce qui ne va pas, ils attendent du temps. Et justement, quand on fait l'inventaire de ce qui n'a pas été, est-ce que j'étais en perte de sens? Est-ce que j'ai manqué d'entraînement? Est-ce que j'ai manqué, de bornes, de préparation physique, de faire du dénivelé, etc. À quel moment j'étais en perdition? Là, ça vaut le coup vraiment de faire l'inventaire et d'y apporter des ressources dans un premier temps. Voilà, quelles ressources j'ai besoin et comment je peux comment je peux me former par rapport à ces ressources et comment je peux les intégrer au quotidien. Parce que, alors tu as raison, parce que depuis tout à l'heure tu me titilles sur l'application, et tu as raison de me ramener là-dessus, parce que c'est super important pour moi. Moi, ce que je voudrais pas, c'est qu'on fantasme la préparation mentale. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est à la portée de chacun de
se diagnostiquer et de faire l'inventaire des ressources et de pouvoir les travailler au quotidien, au lever, dans sa voiture. Alors, je dis même, en mode clinique, ils le font beaucoup. Dans les hôpitaux, les personnes... j'ai fait une intervention en mode pour les hôpitaux de Paris, sur des métiers qui sont durs, où ils sont toujours en tension. Par exemple, le médecin qui va faire une consultation, le temps d'être dans une salle et d'aller faire une consultation dans une autre, le gars, il a 30 secondes. Il a 30 secondes pour pouvoir faire érase du diagnostic qu'il a fait et pour pouvoir prendre de la meilleure façon qui soit son prochain patient. Donc, qu'est-ce que je mets en place en 30 secondes? Le temps de marcher, qu'est-ce que je fais? Je marche, je mets en place le TEC, par exemple. Le TEC, tête, épaule, cou, associé à une respire, avec un... Tu vois, je souris automatiquement, avec un sourire intérieur. Et là, je suis tout neuf, parce que la personne que je vais avoir en face de moi, c'est la personne la plus importante au monde. Elle a besoin d'empathie, elle a besoin d'être écoutée, etc. Donc, il faut que je laisse tout de côté, quoi. Et juste ces 30 secondes-là, ça permet de... Et en même temps, 30 secondes, je marche. Là, je te parle, je regarde mes tensions au niveau lombaire, au niveau quadri, ischio, ma pose de pied. Je suis en position de ressenti, mais aussi en position de méta. Ça me permet d'être d'être bien. Donc, je vais au WC, je peux le travailler. Je suis dans le couloir, je peux le travailler. Je suis sur un conflit... c'est bien que je transpose souvent au niveau professionnel, mais ou quelqu'un qui m'agresse, au lieu de partir de suite dans l'émotion, tac, j'inspire, et là, je suis en pleine capacité de mes moyens. Mais je peux être en pleine capacité des moyens, je le répète, si j'ai travaillé avant, des ressources. Je vais te poser une dernière question et un petit défi aussi, parce que je ne vais pas te laisser partir comme ça. Par rapport à ce que tu viens de dire, je te donne 30 secondes, en fait, finalement, pour me faire passer un message. Alors, soit vocal, soit dans l'attitude, pour que, finalement, par rapport à ce que tu viens de dire, je puisse passer une super journée, en fait. Me faire ressentir quelque chose dans ton attitude ou dans tes mots, pour que ma journée soit complètement différente. C'est un sacré défi, là. Ah. Donc moi je vais t'inviter justement à bien te mettre en posture. Voilà. Adopter si tu le peux une respire ventrale, c'est-à-dire on respire avec l'estomac, de prendre conscience de cette inspiration, avec cette expiration par le nez ou par la bouche, de ressentir le point de contact avec le fauteuil. On est sur des fauteuils, les points de contact, le fessier avec le fauteuil, tes bras, tes coudes. Petit à petit, je vais monter sur le haut de mes épaules. Est-ce qu'elles sont un peu tendues? Donc dans ces cas-là, je vais m'amuser à relâcher les points de tension, mais toujours en étant dans ma respire. Et petit à petit, je vais monter au niveau de mon visage. Peut-être déplisser mon front, mes yeux, esquisser un petit sourire, tout le temps dans ma respire. Et je vais t'inviter là, toujours en restant en contact avec les points de mon fauteuil, ma respire, mon relâchement au niveau du haut de mon corps. Je vais t'inviter à ancrer ce moment de détente. Et dans ta dernière inspiration et expiration, je vais peut-être rajouter un petit mantra. J'inspire la confiance, la détente, le bien-être. Et j'expire ma ressource. Je suis en pleine capacité de créer ce moment-là. La phrase mantra me permet de me recentrer, tout en étant toujours en contact avec mon corps et les points d'appui de ma chaise. Et je vais t'inviter progressivement à te réveiller
à revenir en surface, à réouvrir les yeux. Merci Laurent. J'espère surtout que ceux qui nous écoutent, sauf si vous étiez au volant, ont pu tester ce petit exercice et de pouvoir le faire chez eux. C'est la fin de ce 2e épisode. Merci beaucoup Laurent d'avoir partagé cet épisode avec nous. Merci à Ravision Studio de nous accueillir dans les locaux. On vous dit rendez-vous le mois prochain au programme du trail, bien entendu, puisque c'est le podcast de l'Adidas T-Rex Maxi Race. Mais on parlera aussi de yoga avec Perrine Tramoni et Xavier Blum. D'ici là, sportez-vous bien.